12 cadres se sont levés et ont quitté la pièce alors que j'étais en pleine phrase pendant la réunion stratégique. Nous en avons assez d'écouter ces échecs, a annoncé le directeur des opérations. La salle s'est vidée. Je suis resté assise seul pendant 30 secondes. Puis j'ai sorti mon téléphone, composé un numéro et 17 mots. À 16 heures, 9 d'entre eux étaient. L'écran de projection brillait encore de mes conclusions, lorsqu'ils se sont tous levés comme un seul homme. 12 cadres, leurs visages déformés par un mélange de colère et de dédain, ont repoussé leurs chaises simultanément, comme si tout était orchestré. Ma voix s'est éteinte au milieu d'une phrase, alors que j'évoquais les alarmantes défaillances de qualité que j'avais découvertes. Nous avons fini d'écouter ces échecs, annonça Baxter, le directeur des opérations, à toute la salle. Sa voix avait ce timbre particulier de quelqu'un qui se croyait intouchable. Cette présentation est une perte de temps précieux. Le bruissement des costumes coûteux a empli la pièce, tandis qu'ils rassemblaient leurs tablettes et leurs carnets. Personne ne m'a regardé. Personne n'a parlé. La manière méthodique dont ils ignoraient ma présence semblait calculée pour maximiser l'humiliation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid. Nos clients sont parfaitement satisfaits, m'interrompit Vivien, la vice-présidente des opérations. Son sourire n'a jamais faibli lorsqu'elle a ajouté, peut-être devriez-vous vous demander si vous êtes apte à ce niveau de responsabilité. Ils se sont dirigés vers la sortie en un groupe serré. Le bruit de leurs chaussures en cuir italien sur le sol semblait incroyablement fort dans le silence soudain. 12 cadres, toute l'équipe de direction, sortant pendant que je me tenais là, les mains toujours levées vers les données qui montraient des preuves indiscutables de leur négligence. Monroe, le directeur financier, fut le dernier à partir. Il s'arrêta à l'embrasure de la porte, sa main planant près de l'interrupteur. Ne vous donnez pas la peine de finir. Personne ne lira votre rapport. Il éteignit les lumières, me laissant dans la pénombre, éclairé uniquement par ma présentation accablante. 30 secondes se sont écoulées dans cette pièce assombrie. Mon rythme cardiaque est passé d'une panique effrénée à quelque chose de plus stable, de plus froid. La trahison s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, quelque chose qui appelait à l'action. J'avais anticipé cette réaction, j'avais pratiquement compté dessus. Le rejet public n'était qu'une confirmation de tout ce que je soupçonnais depuis des mois. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à un numéro que j'avais enregistré des semaines auparavant, mais que j'espérais ne pas avoir à utiliser. J'ai appuyé sur « Appeler ». Quand elle a répondu, j'ai prononcé 7 mots qui allaient tout changer. Ils ont fait exactement ce que vous aviez dit. Tous, demanda la voix à l'autre bout du fil. Chacun d'entre eux. Et tout est enregistré. Une pause. Donnez-moi 4 heures. J'ai mis fin à l'appel et me suis rassise dans mon fauteuil, fixant les données toujours projetées à l'écran, les défaillances de qualité, les dissimulations, les résultats de tests modifiés, tout ce qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Avant de continuer, merci de vous joindre à moi dans cette aventure. Si vous trouvez cette histoire intrigante jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider d'autres personnes à la découvrir également. J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le dénouement. Je m'appelle Léona. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais la directrice de l'assurance qualité chez l'un des principaux fabricants d'équipements industriels du pays. Nos produits se trouvaient dans les hôpitaux, les écoles et les installations gouvernementales à l'échelle nationale. Le genre d'équipement auquel les gens confiaient leur sécurité sans y penser à 2 fois. Je n'ai pas toujours été celle qui se faisait des ennemis puissants. Ayant grandi dans une petite ville industrielle, j'ai appris très tôt que les systèmes avaient des failles, mais que l'honnêteté comptait. Mon père a travaillé 30 ans à l'usine locale, rentrant à la maison avec des histoires de travail bâclées et d'avertissements ignorés. Lorsque l'usine a fermé après un accident évitable, je me suis promis de ne jamais garder le silence si des vies étaient en jeu. Ma réputation dans l'industrie reposait sur la rigueur. Je réparais les systèmes défaillants sans nuire aux entreprises pour lesquelles je travaillais. J'étais connu comme quelqu'un qui trouvait des solutions, pas quelqu'un qui créait des problèmes. C'est pourquoi ils m'ont recruté. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre intégrité, avait dit Baxter lors de mon dernier entretien, son sourire chaleureux et convaincant. Des inefficacités mineures se sont glissées dans nos processus. Un regard neuf. C'est tout ce dont nous avons besoin. Mon prédécesseur, Thomas, était parti subitement. Problème de santé, avait-il prétendu.
Son équipe semblait étrangement réticente à parler de lui. Quand j'ai posé des questions sur sa documentation, j'ai reçu des réponses vagues sur son système unique, qui n'avait pas été correctement transféré avant son départ. Le premier signe avant-coureur est apparu lors de ma visite des installations. Nadia, une technicienne qualité avec 8 ans d'ancienneté, m'a fait visiter avec une précision mécanique. Ses réponses semblaient répétées, jusqu'à ce que nous arrivions au laboratoire d'essai. Quand je l'ai interrogée sur leur protocole de validation, ses yeux se sont tournés vers une petite caméra dans le coin avant de répondre. Nous suivons les procédures établies de l'entreprise, a-t-elle dit, la voix tendue. Plus tard cette semaine-là, j'ai trouvé des résultats de tests qui ne correspondaient pas aux données de fabrication. Des équipements qui avaient échoué au contrôle de sécurité critique étaient expédiés avec des signatures d'approbation. Quand j'en ai parlé à mon équipe, ils ont fixé leurs mains, silencieux et effrayés. Suivez simplement les protocoles établis, m'a ordonné Baxter lorsque j'ai demandé une réunion privée. La direction précédente a compliqué les choses inutilement. Le lendemain, une notification de prime est apparue sur mon compte d'entreprise, d'un montant nettement supérieur à celui de mon contrat. Aucune explication n'était fournie. J'ai refusé la prime et j'ai continué à enquêter. Les schémas sont devenus clairs. Notre gamme phare d'équipements médicaux présentait des défauts de sécurité critiques, qui étaient délibérément dissimulés. Les protocoles de test avaient été modifiés pour cacher les défauts. Les plaintes des clients étaient redirigées et enterrées. Le problème ne vient pas du produit, a expliqué Vivien lorsque j'ai présenté mes premières conclusions en privé. Il vient des attentes des utilisateurs. Chaque industrie a des marges d'erreur acceptables. Pas quand ces erreurs peuvent nuire à des gens, ai-je rétorqué. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail révisé, avec une augmentation de salaire substantielle et une clause de confidentialité inhabituelle. Tout le monde profite de la flexibilité réglementaire, a-t-elle dit en tapotant la ligne de signature. Nous récompensons généreusement les joueurs d'équipe. J'ai pris le contrat, lui ai dit que j'y réfléchirais, et j'ai continué à rassembler des preuves. Cette nuit-là, j'ai reçu un courriel anonyme contenant d'anciens rapports de sécurité, ceux qui avaient été modifiés dans nos dossiers officiels. Le message de l'expéditeur était simple. Thomas n'était pas malade. Le matin de ma présentation à l'équipe de direction, j'ai trouvé Nadia qui m'attendait près de ma voiture dans le parking. Ils vous tendent un piège, a-t-elle murmuré, regardant constamment par-dessus son épaule. Ils ont dit à tout le monde que votre rapport est une exagération pour attirer l'attention. Baxter a déjà préparé vos papiers de licenciement. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Parce que Thomas a aussi essayé de faire ce qui était juste. Sa voix s'est légèrement brisée. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Elle est partie avant que je puisse en demander plus. Mais quelque chose dans ses yeux, ce même regard hanté que j'avais vu chez toute mon équipe, a conforté ma décision. J'ai apporté une modification cruciale à ma présentation avant la réunion, en supprimant une diapositive qui contenait les preuves les plus accablantes, la gardant pour un autre usage. Après que les cadres eurent abandonné la salle de réunion, je me suis assis seul dans la pénombre. L'appel que j'ai passé n'était pas destiné à un journaliste ou à un avocat. C'était à Elisa, l'enquêtrice principale de l'agence de régulation supervisant notre industrie, quelqu'un qui constituait discrètement un dossier depuis des mois. Je vous ai tout envoyé d'aujourd'hui, ai-je dit à Elisa. La sortie s'est déroulée presque exactement comme nous l'avions prédit, et ils ont fait ses commentaires sur l'incident de Cincinnati, officiellement enregistré. Sa voix était mesurée, professionnelle. Oui. Monroe a spécifiquement mentionné de le gérer comme Cincinnati en discutant des rapports d'incidents supprimés. Parfait. Cela relie les points dont nous avions besoin. Des touches cliquetées en arrière-plan. Restez où vous êtes pour l'instant. Agissez normalement si quelqu'un revient. J'ai rassemblé mes affaires lentement, méthodiquement. L'humiliation qui aurait dû m'écraser s'était plutôt transformée en quelque chose de dangereux. Une certitude. Pendant 3 mois, j'avais monté un dossier pendant qu'il pensait me briser. La première fois que j'ai contacté Elisa, ce n'était pas prévu. J'avais trouvé son nom, enfoui dans une correspondance que mon prédécesseur avait cachée dans des fichiers cryptés. Thomas n'était pas parti pour des raisons de santé. Il avait systématiquement documenté les mêmes problèmes que j'avais découverts. Son rapport final avait disparu le jour même de son départ soudain. Quand j'ai contacté Elisa, elle était prudente. Thomas a cessé de répondre à mes demandes il y a 3 mois, a-t-elle expliqué.
L'entreprise a prétendu qu'il n'était pas disponible en raison d'un congé maladie. Il n'est pas malade, ai-je dit. Du moins pas selon sa femme, que j'ai retrouvée hier. Elle dit qu'il a accepté un règlement massif avec une clause de silence, après avoir été menacé de poursuites pour fraude. Notre collaboration a commencé cette nuit-là. Nous savions qu'une attaque frontale ne fonctionnerait pas. Les dirigeants avaient trop bien couvert leurs traces, avec des armées d'avocats prêts à enterrer toute accusation. Nous avions besoin qu'ils s'incriminent eux-mêmes, de préférence sur enregistrement. Après avoir quitté la salle de réunion, j'ai traversé les couloirs vides jusqu'à mon bureau. Le silence semblait maintenant lourd, plein d'attente. J'ai vérifié ma montre. 2 heures avant que l'équipe d'Elisa ne passe à l'action. La porte de mon bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, assise dans mon fauteuil, se trouvait Vivien. C'était tout un spectacle, a-t-elle dit en tournant l'écran de mon ordinateur vers elle, bien que peu surprenant, compte tenu de votre approche. J'ai posé mes affaires avec précaution. Y avait-il autre chose que vous vouliez dire, que vous ne pouviez pas partager avec le groupe? Elle a souri de ce sourire particulier qui ne montrait jamais les dents. Vous savez, Léona, j'ai en fait plaidé pour votre embauche. Votre réputation pour la résolution de problèmes m'a impressionné. Mais vous avez mal compris votre mission depuis le début, qui était de résoudre le problème de perception, pas d'en créer un nouveau. Elle s'est levée en lissant sa jupe. Votre poste est supprimé. Avec effet immédiat. La sécurité viendra vous chercher dans 20 minutes. Tout ce que vous avez rassemblé reste ici, y compris mes notes personnelles. Ses yeux se sont légèrement plissés. Tout. L'entreprise est propriétaire de tout travail produit pendant votre emploi. Je comprends, ai-je hoché la tête solennellement. Quelque chose dans mon acceptation calme l'a rendue méfiante. Ce n'est pas une négociation, Léona. Vous vous êtes fait des ennemis de gens qui n'oublient pas. Des gens influents dans toute l'industrie. Est-ce une menace? C'est la réalité. Votre carrière a pris fin au moment où vous avez décidé d'aller contre cette équipe. Elle s'est dirigée vers la porte. Bien que je respecte vos principes, aussi mal avisés soient-ils. Les principes ne pèsent pas lourd face à l'opinion unanime de 12 cadres, ai-je dit. Elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte. Exactement. Personne ne croira votre parole contre la nôtre. Après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon tiroir. À l'intérieur se trouvait un petit appareil qui avait enregistré chaque conversation dans mon bureau au cours des 10 dernières semaines. Je l'ai glissé dans ma poche, juste au moment où mon téléphone vibrait avec un texto d'Elisa. Nous sommes en avance sur le calendrier. 4 agents arrivent maintenant. Rendez-vous dans le hall dans 10 minutes. J'ai rassemblé mes effets personnels, juste assez pour paraître coopératif sans éveiller les soupçons. En traversant le département, mon équipe m'a regardé avec des expressions allant de la pitié à la peur. Certains savaient ce qui allait arriver. D'autres pensaient assister à mon départ final et à ma disgrâce. Nadia m'a rattrapé près de l'ascenseur. Ils disent que vous avez essayé de blâmer la production pour des défauts de conception, a-t-elle murmuré. Baxter annonce déjà votre remplacement. Vraiment, ai-je dit en appuyant sur le bouton pour descendre. Un timing intéressant. Que ferez-vous? Sa voix tremblait légèrement. L'ascenseur est arrivé avec un doux carillon. Parfois, dis-je en entrant, il faut laisser les gens croire qu'ils ont gagné, avant qu'ils ne réalisent qu'ils ont perdu. Le hall était animé par l'activité de l'après-midi lorsque les portes vitrées se sont ouvertes. 4 individus en costume sombre sont entrés, menés par Elisa elle-même. Son badge était déjà visible alors qu'elle s'approchait du bureau de la sécurité. Division de l'application de la réglementation, a-t-elle annoncé, sa voix portant à travers le sol en marbre. Nous avons un mandat pour accéder à des dossiers spécifiques de l'entreprise et mener des entretiens. Le garde de sécurité a semblé paniqué, attrapant son téléphone. En quelques minutes, le hall s'est transformé en un chaos soigneusement contrôlé. Les employés se sont arrêtés pour regarder. Les téléphones sont sortis. Quelqu'un du service juridique s'est précipité en bas, exigeant de voir les papiers. Je me tenais près du bureau de la réception, observant Elisa remettre des documents et expliquer la situation avec une précision clinique. Son équipe s'est dispersée vers les ascenseurs, accompagnée de représentants juridiques complètement décontenancés. Baxter est apparu, le visage rouge, sifflant des instructions à un jeune avocat qui semblait de plus en plus alarmé. Quand Baxter m'a aperçu,
son expression est passée de la colère à une suspicion calculatrice. Il s'est approché à grands pas, se positionnant pour me bloquer la vue des événements. « J'espère que vous comprenez ce que vous avez fait », a-t-il dit doucement. « Cette petite crise de colère détruira plus que votre carrière. » Cela semble préoccupant, ai-je répondu. Peut-être devriez-vous partager ces pensées avec les agents à l'étage. Son visage s'est crispé. Vous avez signé des accords de confidentialité. Tout ce que j'ai partagé a été fourni par les canaux réglementaires appropriés, ai-je terminé pour lui. Rien en dehors des exigences de déclaration standard. La couleur a quitté son visage alors qu'il comprenait l'implication. Je n'avais rien divulgué à la presse ou aux concurrents. J'avais simplement suivi les protocoles de déclaration obligatoires qu'il contournait depuis des années. Vous n'avez aucune idée des forces avec lesquelles vous jouez, a-t-il dit, la voix basse. Cette entreprise a survécu à pire qu'une employée mécontente. J'ai souri, en maintenant le contact visuel. Je ne suis pas mécontente, Baxter. Je fais exactement ce pourquoi vous m'avez embauché, veiller à ce que les normes de qualité soient respectées. Quelque chose dans mon expression a dû le déstabiliser, car il a légèrement reculé. La sécurité va vous escorter dehors maintenant. En fait, dit une voix derrière lui, Mademoiselle Léona restera pour assister notre enquête. Elisa se tenait là, son badge bien en évidence. Nous avons quelques questions sur la présentation qui a été interrompue plus tôt aujourd'hui. Les 4 heures suivantes se sont déroulées comme une danse soigneusement chorégraphiée. Des agents se sont déplacés dans le bâtiment, sécurisant les serveurs et la documentation. Les cadres ont été isolés pour des entretiens. Les employés regardaient, les yeux écarquillés, des années de tromperie commençaient à s'effilocher en temps réel. J'étais assise dans une salle de conférence, pas celle de tout à l'heure, répondant aux questions et fournissant un contexte pendant que l'équipe d'Elisa construisait son dossier. À travers les parois de verre, je pouvais voir la prise de conscience grandissante se répandre dans le bureau, alors que les tableaux blancs se remplissaient de chronologie et de liens. À 16h30, Monroe, notre directeur financier, a été escorté hors de son bureau. Le visage cendré et silencieux. À 17h15, 8 autres cadres ont suivi, pas menottés, mais clairement plus en contrôle. Alors qu'il passait devant la salle de conférence où j'étais assise avec Elisa, Baxter a croisé mon regard. La reconnaissance qui vacillait sur son visage, comprenant que la femme qu'ils avaient rejetée comme incompétente avait systématiquement démantelé toute leur opération, valait presque les 3 mois d'anxiété et de manipulation psychologique. Mais ce n'était que le début. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que demain matin, leur château de cartes si soigneusement construit s'effondrerait complètement, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait anticiper. Les preuves obtenues aujourd'hui n'étaient qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un puzzle qui se formait depuis des années avant même mon arrivée. La véritable ampleur de ce qui allait arriver ne serait claire qu'à la réunion d'urgence du conseil d'administration, prévue à 8 heures. À ce moment-là, il serait trop tard pour le contrôle des dommages, trop tard pour les avocats, trop tard pour autre chose que de regarder leur monde parfaitement construit brûler en cendres. Et je serais là pour assister à chaque instant. Le lendemain matin est arrivé avec la clarté surréaliste qui suit les événements qui changent une vie. Je me suis habillé méthodiquement, tailleur gris anthracite, bijoux minimalistes, cheveux tirés en arrière sévèrement. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de faire une impression. Il s'agissait de voir la responsabilité s'appliquer. Le sommeil m'avait échappé, mais l'adrénaline me procurait une clarté parfaite. 3 mois de documentation minutieuse, d'alliances stratégiques et de patience délibérée allaient culminer dans cette réunion d'urgence du conseil d'administration. Le siège de l'entreprise semblait différent à la lumière du petit matin, vulnérable en quelque sorte. La sécurité avait été renforcée, avec des gardes inconnus vérifiant les identités à chaque entrée. Des camionnettes de presse attendaient au périmètre de la propriété, retenues par des barrières temporaires. Mademoiselle Léona, une femme que je ne reconnaissais pas, m'a accueilli à l'entrée des cadres. Je suis Zoé, l'assistante du président du conseil. On vous attend à l'étage. L'étage de la direction était étrangement calme. Les bureaux vitrés, qui grouillaient habituellement d'activité, étaient vides, leurs occupants notoirement absents. Les écrans d'ordinateur affichaient des pages de connexion qui n'accueilleraient plus jamais leurs utilisateurs habituels. Zoé m'a conduite dans une pièce latérale, adjacente à la salle du conseil principal. À travers une porte entr'ouverte, je pouvais voir des gens se rassembler. Des visages sombres, des chuchotements urgents, des verres d'eau que personne ne touchait. « Attendez ici » m'a dit Zoé.
Le président vous appellera quand ils seront prêts. Seul, j'ai vérifié mon téléphone. Un message d'Elisa. La deuxième phase est en cours. 9 mandats de perquisition sont exécutés simultanément. J'ai souri. Un timing parfait. De la salle du conseil, les voix se sont faites plus fortes. Quelqu'un exigeait des réponses. Un autre insistait sur la représentation juridique. Une troisième voix, ferme et autoritaire, a coupé court au chaos. Cette réunion va commencer, a annoncé Edmund, le président du conseil. Nous sommes confrontés à des allégations sans précédent, qui nécessitent une action immédiate. La porte s'est ouverte. Edmund, un homme aux cheveux argentés et aux yeux calculateurs, m'a fait un signe de tête. Veuillez vous joindre à nous, mademoiselle Léona. La salle du conseil contenait 23 personnes, le conseil d'administration au complet de 12 personnes, plusieurs cadres supérieurs qui n'étaient pas à ma présentation d'hier, et un groupe d'avocats au visage grave. Les 3 chaises vides à la table étaient remarquables. Pour ceux qui ne l'ont pas rencontrée, voici Léona, notre directrice de l'assurance qualité, a dit Edmund, ou plutôt, notre ancienne directrice. Selon des papiers de licenciement qui ont apparemment été déposés hier après-midi, des papiers que je n'ai jamais approuvés. Des murmures ont parcouru la pièce. Edmund a poursuivi. Léona a accepté de présenter ses conclusions directement à ce conseil, avant de parler aux enquêteurs fédéraux plus tard dans la journée. Baxter, qui était assis, rigide, près de l'extrémité, l'interrompit. C'est très irrégulier. Nos avocats devraient examiner tout document avant. Vous avez perdu ce privilège, coupa sèchement Edmund. Les régulateurs ont déjà saisi la plupart des dossiers de l'entreprise. Nous essayons de comprendre ce qui se passe avant l'ouverture des marchés, et que cette entreprise perde la moitié de sa valeur. Il m'a fait un signe de tête. La parole est à vous. J'ai connecté ma tablette au système de présentation. La pièce s'est assombrie, et les écrans se sont illuminés avec les mêmes diapositives que j'avais commencé à montrer hier. Comme je l'expliquais hier, avant que l'équipe de direction ne parte, ai-je commencé, la voix stable, nos protocoles d'assurance qualité ont été systématiquement compromis pendant environ 36 mois. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai exposé méthodiquement tout ce que j'avais découvert. Résultats de tests modifiés, rapport d'incidents supprimés, paramètres de sécurité modifiés. J'ai montré des communications prouvant la dissimulation délibérée de défaillances d'équipement, dont 3 avaient entraîné des blessures de patients dans des hôpitaux. Les expressions des membres du conseil sont passées du scepticisme au choc, puis à une fureur à peine contenue. Cela ne peut pas être exact, a insisté Vivien lorsque j'ai fait une pause. Ce sont des incidents isolés, présentés sans contexte. En fait, ai-je répondu, je ne vous ai même pas encore montré les preuves les plus préoccupantes. Je suis passé à une nouvelle série de diapositives, que personne n'avait vues auparavant. Celles-ci contenaient des registres financiers montrant des schémas de paiement suspects à des comptes offshore suite à des inspections réglementaires, des diagrammes de traçage reliant les primes des cadres à des mesures de qualité falsifiées, des chaînes de courriels discutant de stratégie de confinement pour les lanceurs d'alerte potentiels. Où avez-vous obtenu cela, a demandé Monroe, la voix rauque. De votre prédécesseur, Thomas, ai-je répondu calmement. Avant d'être contraint de partir, il a créé des sauvegardes sécurisées de tout. Il avait anticipé d'être réduit au silence, mais pas à quel point vous le feriez. Je me suis tourné vers le conseil. Thomas n'est pas parti pour des raisons de santé. Il est parti parce qu'on lui a donné le choix, signer un accord avec une clause de silence, ou faire face à des accusations de fraude fabriquée. Son dernier acte a été de crypter ses fichiers, avec des instructions pour qu'ils soient envoyés à des personnes spécifiques s'ils ne réinitialisaient pas une minuterie numérique chaque mois. Ce serait un vol de propriété de l'entreprise, a interjeté un avocat. Edmund a levé la main pour demander le silence. Continuez, s'il vous plaît. Quand j'ai été embauché, j'ai reçu un message anonyme avec des informations d'accès à ces fichiers. Au début, j'ai pensé que cela pourrait être un piège, mais comme ma propre enquête confirmait les mêmes schémas que Thomas avait documentés, j'ai réalisé la vérité. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Des images vidéo de ma présentation de la veille, capturant le moment où l'équipe de direction est sortie, y compris leurs commentaires désobligeants. L'audio cristallin a provoqué un silence douloureux dans la pièce. Vous avez enregistré cela illégalement, a lancé Baxter. En fait, ai-je rétorqué, toutes les salles de réunion de ce bâtiment ont des capacités d'enregistrement automatique à des fins d'archivage,
comme indiqué dans le manuel de politique de l'entreprise, section 4.3. J'ai simplement demandé l'accès à ces archives ce matin, ce qu'Edmund a approuvé. L'expression d'Edmund ne révélait rien, mais le léger hochement de tête qu'il m'a adressé en disait long. Il avait été méticuleux en suivant les voies appropriées, ne donnant à l'entreprise aucune violation technique à utiliser contre nous. Ce matin, ai-je continué, des agents fédéraux exécutent des mandats de perquisition au domicile de 9 cadres. Ils recherchent spécifiquement des communications sur l'incident de Cincinnati de l'année dernière. Celui où la défaillance d'un équipement dans une salle d'opération a été imputée à une erreur de l'utilisateur, malgré des documents internes prouvant le contraire. La couleur a quitté plusieurs visages autour de la table. Comment savez-vous pour Cincinnati ? A murmuré Monroe. J'ai légèrement incliné la tête. Parce que j'ai été embauché pour découvrir exactement ce genre de problème. Le fait que vous ayez essayé de m'empêcher de faire mon travail ne signifie pas que j'ai arrêté de le faire. Pendant l'heure qui a suivi, la réunion a sombré dans la gestion de crise. Des avocats externes ont été appelés. Des communiqués de presse rédigés. Des analystes de marché contactés. Pendant tout ce temps, je suis resté assise tranquillement, regardant leur monde s'effondrer au ralenti. À midi, la cotation de l'action de la société avait été temporairement suspendue. À 14 heures, 9 lettres de démission avaient été soumises. À 16 heures, les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations préliminaires contre 7 cadres, et d'autres étaient attendus. Alors que la journée touchait à sa fin, Edmund m'a demandé de rester après le départ des autres. Vous planifiez cela depuis des mois, a-t-il dit une fois que nous étions seuls. Ce n'était pas une question. Dès la 3e semaine de mon emploi, ai-je confirmé. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, j'avais 2 choix, devenir complice, ou tout faire tomber. Vous auriez pu venir me voir directement. Je l'ai étudié attentivement. Aurais-je pu ? 3 membres du conseil étaient au courant de ces problèmes, Edmund. Leurs signatures apparaissent sur des documents d'approbation pour les protocoles de test modifiés. Il eut la grâce de paraître mal à l'aise. Nous ne connaissions pas tous l'étendue. L'ignorance par choix est toujours un choix. Il a hoché la tête lentement, acceptant le reproche. Que se passe-t-il maintenant ? Cela dépend de vous. L'entreprise peut survivre à cela, mais pas avec la même structure de direction, pas avec les mêmes priorités. Et où vous situez-vous dans cet avenir ? J'ai souri. Je n'y figure pas. Ma démission sera sur votre bureau demain. Mon travail ici est terminé. Le lendemain matin, j'ai regardé depuis mon appartement les chaînes d'information diffuser des images de cadres escortés hors de leur maison. L'action de la société avait chuté de 42% à l'ouverture. Des actions collectives étaient en cours de préparation. Les analystes du secteur prédisaient une refonte complète de la direction. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que personne à part Thomas, Elisa et moi ne comprenait, c'est que cela n'avait jamais été une question de vengeance pour mon humiliation. C'était une question de justice pour les patients lésés par des équipements défectueux, pour les employés réduits au silence par la menace, pour la corruption systématique qui valorisait le profit au détriment de la sécurité. La vengeance n'avait pas été la chute publique ou les accusations criminelles. Aussi satisfaisantes fussent-elles, la vraie vengeance résidait dans ce moment où 12 personnes puissantes avaient simultanément révélé leur caractère en sortant, croyant que leur front uni les rendait invincibles, sans jamais soupçonner que leur abandon synchronisé était la dernière pièce du puzzle dont nous avions besoin. Ils pensaient faire une démonstration de pouvoir. Au lieu de cela, ils scellaient leur destin. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas, est-ce Léona, a demandé une voix inconnue. C'est bien elle. C'est le docteur Harrington de l'hôpital Memorial. Nous suivons les nouvelles concernant votre ancienne entreprise. Notre comité de sécurité médicale aimerait discuter d'un poste de consultant potentiel, pour aider les hôpitaux à identifier les équipements compromis. Seriez-vous intéressé ? J'ai souri. Très intéressé. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de regarder ses ennemis tomber. C'est d'utiliser leur destruction pour construire quelque chose de mieux sur les ruines qu'ils ont laissées derrière eux. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce voyage avec moi, je ne saurais trop vous remercier de votre écoute. Le courage de s'élever contre des forces puissantes vient souvent du fait de savoir que d'autres comprennent votre histoire. Veuillez envisager de cliquer sur le bouton « J'aime » si cela a résonné en vous, et de vous abonner pour plus de récits vrais de justice en entreprise. Laissez un commentaire partageant vos pensées ou vos expériences.
Il y a de la force dans nos histoires partagées. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous qu'aucune puissance ne peut résister au poids de la vérité, lorsqu'elle finit par se libérer.